Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode très spécial de Caribéenne et Scientifique. Aujourd'hui, je suis invitée sur mon propre podcast. En effet, lorsque j'ai enregistré l'épisode 11 du podcast avec Christine Barul, elle m'a proposé de m'interviewer, donc j'ai trouvé cette idée super. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir mon parcours, ma thèse sur la chlordécone, les raisons derrière la création de Caribéenne et Scientifique, et mes ambitions et objectifs avec le podcast. J'espère que cet épisode vous plaira. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis la docteure Christine Barul, chercheuse en épidémiologie, basée ici en Guadeloupe. Donc, bienvenue dans ce nouveau podcast de Caribéenne et Scientifique. Aujourd'hui, nous recevons Maïli Saint-Hilaire en personne, créatrice de cette belle initiative qui permet de rendre visible ou dynamiser les sciences dans la Caraïbe. Bonjour Maïli, comment vas-tu? Hello Christine, ça va et toi? Écoute, ça va bien. Je suis vraiment contente de te recevoir dans ce podcast C'est clair, dans aujourd'hui, mon propre podcast, dans ton c'est propre fort. podcast. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de te recevoir. Donc, une fois n'est pas coutume, hein, aujourd'hui, donc nos rôles sont en fait inversés, hein, puisque j'ai Tout à participé au fait. podcast dernièrement. Donc, j'ai le plaisir de te recevoir et de t'interviewer sur ton parcours que je connais déjà un peu et que je trouve vraiment formidable. Donc, justement, Maëlie, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton parcours? Est-ce que tu peux nous présenter, par exemple, les différentes étapes de Mmh. ce beau parcours? OK, super. Déjà, merci beaucoup Christine, déjà de m'avoir proposé de m'interviewer parce qu'en fait, ça a été vraiment une proposition, que tu Ouais, m'as faite, hein. C'était pas prévu. J'y avais même pas vraiment pensé en plus parce que pour moi, je voulais surtout mettre en lumière les autres, mais effectivement, il faut commencer par soi, donc tu totalement. bien raison de m'avoir poussé à le faire. Mhm. Alors, mon parcours, je vais vous le présenter en 3 grandes étapes. Je vais d'abord commencer par vous parler de mes études en chimie analytique. Je vais ensuite vous parler de ma thèse et puis je vais terminer par vous décrire un peu mon retour, aux Antilles. Donc mon parcours en chimie analytique, depuis toujours, je suis intéressée par les sciences, en particulier la chimie et la biologie. C'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite passionnée dès le lycée et en fait, j'ai décidé de poursuivre en classe préparatoire aux grandes écoles de BCPST. Donc lorsque j'ai obtenu mon bac S, j'ai enchaîné et durant cette classe préparatoire, j'ai vu un petit peu toutes les matières. C'était une prépa assez difficile parce que il y avait beaucoup, beaucoup de différentes matières. Il fallait être bon en biologie, il fallait être bon en maths et il fallait être bon en physique-chimie Mhm. et c'est pas évident d'être bon, je trouve, dans les 3 domaines. Donc quand j'ai passé les concours à l'issue de la classe prépa, j'ai réussi aucun concours, donc c'était un peu une période assez compliquée pour moi puisque je me suis dit: «Ben mince alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir, avancer vers, mon objectif de devenir scientifique?» Du coup, là, je me suis posée, je me suis demandé un petit peu qu'est-ce que j'aimais faire et puis qu'est-ce que j'aimais surtout comme matière et je me suis rendu compte que j'étais bonne en chimie malgré le fait que j'avais des mauvaises notes, dans les autres matières, j'avais de bonnes notes en chimie. Donc je me suis dit: «Bon, si j'ai de bonnes notes en chimie, c'est qu'il y a une raison». J'ai décidé de poursuivre en DUT de chimie, donc j'ai tout recommencé. J'ai pas fait d'équivalence, type, L3, chimie. J'ai décidé de refaire un DUT de chimie en année spéciale pour pouvoir vraiment, découvrir tous les domaines de la chimie et puis voir s'il y en avait un qui m'intéressait. Donc quand je suis arrivée, en DUT de chimie que j'ai effectué à l'université d'Orsay, à l'IUT d'Orsay plus précisément, je me suis rendu compte qu'il existait vraiment beaucoup de chimies différentes, chimie organique, chimie minérale, chimie des matériaux et du coup chimie analytique. Donc quand j'ai découvert la chimie analytique, je me suis dit: «Mais, j'aime beaucoup». C'est un domaine qui permet en fait de pouvoir, hem, à l'aide de techniques analytiques, suivre en tout cas des concentrations dans n'importe quelle matrice d'intérêt. Ça peut être des matrices cosmétiques, des matrices environnementales, des matrices alimentaires et moi ça me plaisait vraiment parce que j'ai tout de suite fait le lien avec le fait que, moi, je voulais appliquer la chimie à la santé. Donc j'ai poursuivi en licence professionnelle de chimie analytique
Et dans le cadre de cette licence, professionnelle, j'étais en alternance, en fait. Et le fait d'être en alternance, j'ai évolué pendant 1 an au sein d'une entreprise et ça m'a permis de découvrir le monde de la recherche. C'est là où j'ai vraiment découvert, ce que c'était d'être chercheur, puisque j'étais dans un environnement où il y avait des ingénieurs de recherche, des docteurs, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. J'avais un sujet aussi où je devais développer, une méthode pour pouvoir doser l'iode stable dans les urines. Donc là, je commençais déjà à m'approcher un peu de la partie santé qui me plaisait énormément. Et donc, quand j'ai terminé, je me suis dit, ben, je ne vais pas m'arrêter à la licence pro, puisqu'en fait, la recherche me plaît et ben, du coup, je vais essayer de continuer. Donc, j'ai fait un master 1 spectroscopie orienté vers les sciences du vivant que j'ai réalisé à l'Université de Paris-Descartes. Et cette formation m'a vraiment permis d'être à l'interface entre la chimie et la biologie. Donc là, j'étais super contente parce que, bah, on voyait un petit peu tout ce qui est médicaments, tout ce qui est, technique, biologique et analytique et chimique, pardon. Donc en fait, c'était vraiment un couplage entre la bio et la chimie, donc j'ai beaucoup aimé. Mais je me suis rendu compte quand même que c'était vraiment la chimie analytique qui me plaisait, donc j'ai fait un M2 vraiment spécialisé sur les techniques analytiques. Donc il s'appelle, le master 2 instrumentation et méthode d'analyse moléculaire. Donc là, je suis retournée à Orsay pour le faire. Et à l'issue de ce M2, bah, je suis devenue ingénieure chimiste. Donc là, j'étais contente. J'avais effectué mes études de chimie analytique et en plus, j'ai eu la chance, à la fin de mon master 2, d'effectuer un stage de 6 mois à Cambridge. Donc là, j'étais vraiment en immersion. J'ai appris l'anglais parce que je ne savais vraiment pas bien parler l'anglais. Donc j'étais contente de pouvoir développer mes compétences en anglais parce que enfin, voilà, je parlais vraiment pas bien anglais. Et puis, à la fin de mon stage, je me suis dit, bah, je vais chercher un travail, hein. C'est bon, là, déjà, tu devais t'arrêter à la licence pro. Tu as continué. Donc maintenant, c'est bon, tu as ton master. On cherche un travail. Donc, j'ai commencé à regarder un peu les offres. Et puis, je suis tombée sur une offre qui m'a tout de suite plu. Mais j'avais pas vu que c'était une thèse, en fait. Au début, je pensais que c'était un poste d'ingénieur. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombée par hasard sur ma thèse. Donc là, je me suis posé la question de est-ce que je voulais faire une thèse? Franchement, je savais pas ce que c'était une thèse, je savais pas ce que ça impliquait. Pour moi, j'allais être ingénieur et puis c'est tout, quoi. Ouais, Et ouais. quand j'ai vu le sujet de thèse, je me suis dit, mais non, mais il faut postuler Mais Maïli. alors justement, on y arrive. Donc J'ai déjà, fait un peu de suspense. justement, donc déjà, moi je trouve ça vraiment formidable comme parcours et puis aussi le courage hein, que tu as eu d'avoir osé Mhm, recommencer à zéro après ce qui s'était passé à l'issue de la prépa. mhm. Tu aurais pu effectivement demander une certaine équivalence, enfin je sais qu'il y a des concepts un peu Oui. comme ça, mais le fait d'avoir repris le DUT à zéro, justement pour te permettre de découvrir vraiment ce champ-là, de manière un petit peu plus détaillée. Moi, je trouve ça très, très courageux. Je note le courage que tu as eu. Je Ah, pense que c'est merci, quelque chose, c'est gentil. ouais, c'est important aussi de transmettre, ces valeurs-là. Donc, Ouais, bravo pour ça. Et merci. donc, on arrive à ta thèse, hein, du coup, voilà. Alors, parle-nous de ton sujet de thèse, donc, sur quoi tu as travaillé. Et du coup, pourquoi tu t'es décidé finalement, effectivement, à entamer cette expérience doctorale? Mhm. Ben oui, alors mon sujet de thèse, c'était la toxicocinétique de la chlordécone chez la brebis. Donc en fait, ce qui m'a plu, c'est le fait que ça soit une thèse sur la chlordécone, très clairement, puisqu'on sait que c'est une molécule qui a été utilisée contre le charançon du bananier aux Antilles françaises, en fait. Et c'est un polluant, un toxique, qui est encore présent dans les sols antillais et qui se retrouve notamment dans le sang de la population encore actuellement. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment un sujet qui touchait ma population, en fait. Enfin, moi, quand j'ai vu le sujet et que je me suis dit que j'ai les compétences pour pouvoir apporter de nouvelles connaissances sur cette pollution, j'ai pas hésité en fait. Je me suis dit, maintenant, je peux pas me dire que même si je sais pas ce que c'est une thèse, etc., je peux pas me dire que je postule pas parce que c'était vraiment allier mes compétences de chimie analytique et aussi mon envie d'apporter de nouvelles connaissances pour la santé de la population antillaise. Mmh Donc, mh. du coup, j'ai postulé. Et ce qui est fou, c'est que mon stage de master 1, je l'ai fait à l'ANSES de Maisons-Alfort et ma thèse s'est effectuée sur 2 laboratoires. Donc j'ai effectué ma thèse à l'université de Lorraine qui portait vraiment la thèse, mais elle était aussi en collaboration avec le labo
où j'étais en stage de M1. Oh, Donc là, je me suis waouh! dit, mais non, mais là, il y a trop de signes, c'est pas C'est sûr. possible. Je ne peux pas passer à côté de l'opportunité. Je connais l'équipe, je connais le Mmh. labo. Je me suis dit, non, là, il faut que je postule. Et du coup, bah, pour vous parler un peu de ma thèse, donc, qu'est-ce que j'avais à faire pendant ma thèse? La toxicocinétique, c'est un mot qui est quand même ben, c'est scientifique, on va dire, donc qui parlera pas à tout le monde. Donc, globalement, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Mon objectif, c'était de comprendre comment s'éliminer la chlordécone chez la brebis. Donc, en gros, on voulait savoir en combien de temps la molécule s'éliminait, sous quelle forme, par quelle voie, si c'était par voie urinaire ou fécale, et en combien de temps aussi, je crois que j'ai déjà dit, et en quelle quantité. Mmh. Parce qu'en fait, toutes ces informations permettaient de pouvoir mettre en place une stratégie de décontamination des animaux, puisqu'en fait, les animaux sont capables d'éliminer naturellement la molécule, et même l'homme, en fait, on est capable d'éliminer naturellement la chlordécone. Et l'idée, c'est qu'en fait, on a des animaux, que ce soit des ovins, des bovins, des porcins, qui peuvent être contaminés par la chlordécone lorsqu'ils ingèrent la molécule dans le sol. Et en fait, le problème, c'est que derrière, les matrices que nous, on va consommer, pardon, vont être contaminées. Donc, l'idée, c'est de décontaminer l'animal avant qu'il soit abattu pour la consommation humaine, en fait. Donc, c'était vraiment D'accord, ça l'objectif qu'il y avait derrière, l'objectif appliqué qu'il y avait derrière. Donc, pour pouvoir mener ces recherches, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais sur 2 laboratoires. J'étais au sein de l'Université de Lorraine et j'étais aussi à l'ANSES de Maison-Alfort. Donc, à l'université de Lorraine, c'était vraiment toute la partie expérimentation animale. Et en fait, il y avait des prélèvements qui étaient effectués, prélèvements sanguins, prélèvements urinaires, prélèvements fécaux, pour suivre en fait le devenir de la molécule. Et en parallèle de ça, ben, il fallait développer des méthodes analytiques pour pouvoir doser la chlordécone et ses métabolites dans justement ces différentes matrices que j'allais prélever en fait. Donc, en d'accord. gros, l'idée, c'était vraiment de pouvoir suivre la contamination dans les différentes matrices biologiques et donc de pouvoir ensuite proposer à l'issue de ces résultats une stratégie de décontamination des animaux. Voilà, D'accord, c'était vraiment c'est ça. vraiment ouais, c'est vraiment intéressant, hein, et un résultat marquant de Mmh. issu de ton travail de thèse. Est-ce que tu peux Ouais, nous bien sûr, un bien résultat sûr. marquant? Alors, on savait qu'il y avait, différentes espèces animales qui étaient capables de dégrader la chlordécone en chlordécole. Il faut savoir que le chlordécole, c'est le métabolite principal de la chlordécone. Et en Mmh. fait, grâce à mes travaux, on a pu démontrer que la brebis était capable justement de faire cette métabolisation. On n'avait pas d'informations, sur la brebis et donc le fait d'avoir fait ces travaux, ça nous a permis de démontrer que la molécule pouvait bien, être biotransformée dans l'animal et Mmh. aussi les quantités qui étaient éliminées. C'est-à-dire qu'on sait que la voie fécale, c'est la voie majeure d'élimination de la chlordécone chez la brebis. Donc ça, c'est par exemple 2 grands résultats qu'on a pu obtenir, dans ma thèse. Après, on en a eu plusieurs, mais voilà, c'est ces 2 là que je mets en avant, aujourd'hui avec toi. Ouais. Bah, écoute, je te remercie pour tout ça, c'est vraiment intéressant et félicitations, hein, Merci. d'être, d'avoir osé t'engager dans cette expérience, doctorale qui n'est pas toujours, C'est un clair. long fleuve tranquille, hein. Mmh. Voilà, mais Vraiment. comme quoi on voit l'effet de la passion et la nécessité d'être passionné par ce qu'on fait et de choisir surtout un sujet qui nous plaît. Voilà. Je pense que c'est ce qui ressort aussi, de ton expérience. Dans l'histoire, tu es en France? Quand j'ai terminé ma thèse, bah, je suis toujours à Nancy. Enfin, je suis rentrée à Paris, Ouais. ensuite. Donc, beh, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais après la thèse, en fait?» Mmh. Donc en gros, beh, j'ai décidé de rentrer aux Antilles parce que je me suis dit qu'après avoir travaillé sur un sujet comme ça, il fallait vraiment que, beh, je puisse apporter mes compétences. En fait, ça paraît un peu bête parce que tout le monde, le dit un peu souvent, le fameux retour au pays. Mais moi, c'était vraiment ça et ce qui me tenait vraiment à cœur, puisque je suis chimiste, c'était de pouvoir, permettre qu'on puisse faire les analyses de chlordécone en Guadeloupe ou en Martinique, en tout cas aux Antilles. Parce qu'il faut savoir que la majeure partie des analyses, beh, de chlordécone dans les différentes matrices, que ce soit dans le sang humain, dans le sang animal, dans la graisse animale, beh, elles sont faites, en hexagone, elles sont faites en France, en fait. Mmh mh mh. Donc moi, ça me paraissait, pas normal. Je comprenais pas pourquoi on pouvait pas faire des analyses sur place, je comprenais pas et Ouais. donc je me suis dit: «Ben non, mais ça, il faut que j'essaye de voir, comment moi je peux justement
apporter mes compétences, puisque ce que j'ai pas dit, c'est que grâce au développement analytique que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, j'ai pu développer des méthodes plus rapides, moins coûteuses pour doser la chlordécone et ses métabolites, donc qui pouvaient être directement appliqués pour faire des dosages, des dosages classiques de chlordécone, en fait. Par rapport à ce qui existait, les méthodes, elles étaient plus rapides, elles permettaient aussi de faire des extractions à moindre coût. Donc tout ça, c'était vraiment important, puisqu'on sait qu'une analyse chimique, ça coûte très cher. Mhm, Voilà. mhm, Donc, mhm, quand je suis rentrée en Martinique, puisque je suis d'origine martiniquaise, j'ai pas tout de suite trouvé. Donc, je me suis dirigée vers la Guadeloupe. J'ai eu la chance d'être embauchée 3 mois afin de mettre en place justement une méthode pour doser la chlordécone dans le sang humain. Mais c'était une mission trop courte. J'ai pas pu mettre en place tout ce que je voulais. Et mhm, je suis retournée 1 an en Martinique en tant qu'ATER, où là, je donnais des cours à l'Université des Antilles, hein. Et j'avais mhm. aussi un petit sujet de recherche, mais il y avait le Covid. Il y a eu le Ouais. Covid, Ah donc oui. j'ai pas pu faire beaucoup, beaucoup de recherches malheureusement. Ouais. Et ensuite, j'ai été rappelée du coup pour être responsable de laboratoire. Et donc là, depuis 4 ans, je suis responsable de laboratoire à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe et je mène des recherches du coup autour de la chlordécone. Je développe des méthodes et j'appuie en particulier les chercheurs qui ont des besoins en développement analytique. Mhm. Donc, du coup, Voilà, tu as pu, en fait, comment dire, combler un besoin, en fait, hein, c'est ça, exactement. qui n'était pas présent sur ces territoires et qui pourtant sont particulièrement concernés par Mhm. l'exposition à ce pesticide, hein. Donc, en fait, tu as vraiment ramené une compétence indispensable et nécessaire à la recherche sur ces territoires. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc là, maintenant, tu es responsable de laboratoire depuis 4 ans. Donc ça, c'est génial. Donc ça est-ce que ça se passe bien? Ça avance bien? Oui, 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 oui. Ben là, on a plusieurs projets de recherche, toujours sur la chlordécone, mais l'objectif, c'est aussi de ne pas faire uniquement le dosage de la chlordécone, puisqu'on sait que il n'y a pas que la chlordécone. Il y a d'autres Mmh. molécules, il y a d'autres pesticides. Donc, l'objectif, c'est aussi d'ouvrir un peu les dosages qu'on fait actuellement sur d'autres pesticides. Et Mmh mh. aussi, l'idée, c'est de pouvoir suivre ou en tout cas appuyer, par exemple, les laboratoires de cosmétiques ou les laboratoires de chimie des matériaux qui ont des besoins pour, par exemple, valoriser de nouvelles molécules. Donc, en fait, quand on fait de la chimie analytique, l'important, c'est de savoir développer et valider des méthodes. Ensuite, on peut appliquer à n'importe quelle matrice et, je dirais, dans n'importe quel contexte, même si on a des expertises. Donc, mon Mmh. idée aussi, c'est de pouvoir valoriser un petit peu tout ce qui est biomasse et Mmh. pouvoir, par exemple, je ne sais pas, dans une plante d'intérêt, regarder un peu ce qu'on trouve comme molécules qui peuvent être intéressantes pour la santé, par exemple. D'accord, donc ça Voilà. c'est génial et à côté de ça, Maïli, je sais à côté de ces recherches, vraiment, intéressantes que tu mènes, je sais aussi que tu fais de belles choses puisque j'ai eu l'occasion de participer au podcast. Je sais Mhm. aussi que tu accompagnes, les doctorants. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu plus en détail de tes actions, pour Oui. dynamiser les sciences, dans la Caraïbe? Donc par exemple, pourquoi as-tu créé ce podcast caribéen et scientifique que je trouve exceptionnel et vraiment nécessaire. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer ce podcast et aussi quelle démarche as-tu adoptée en fait Mhm. afin d'aboutir par exemple à ton premier podcast? Parce que je Mhm. suppose qu'il y a l'idée et puis il y a toute la Oui. conception derrière. Tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, le podcast, c'est venu de je rentre aux Antilles et je me rends compte que je connais rien sur ce qui se passe aux Antilles dans le domaine scientifique. J'ai pas de réseau. euh, je vois des entreprises qui vont peut-être poster des offres, mais on va pas vraiment avoir d'informations sur. Des fois l'offre n'est même pas postée. C'est-à-dire qu'on n'a même pas vraiment d'informations sur où on peut postuler, comment on peut postuler. Je trouvais que c'était assez flou, c'était assez compliqué. Et surtout, moi, enfin, en parallèle de ça, ce qui était fou, c'est que au fur et à mesure, je rencontrais des scientifiques caribéens avec qui je discutais, qui avaient le Ouais. même profil que moi. Mhm. Et en fait, je me disais, mais il y a un problème, c'est pas possible. Enfin, pourquoi les gens me disent. Enfin, en gros, comment c'est possible que moi, je puisse rencontrer autant de personnes compétentes, qui excellent dans leur domaine, qui ont une expertise, et comment c'est possible qu'on ne les voit pas? Donc Mhm. ça a été vraiment le paradoxe qui m'a poussé à créer Caribéen et Scientifique, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un problème. Donc je me suis dit, ben non, il faut vraiment que je puisse donner de la visibilité aux scientifiques caribéens pour qu'ils puissent démontrer leur expertise, parler de leur parcours, montrer leur expérience et que ça puisse surtout inspirer les autres scientifiques caribéens
qui justement veulent peut-être rentrer au pays ou qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme parcours, quelle carrière ils peuvent emprunter. Et puis, c'était surtout aussi avoir l'image de quelqu'un qui nous ressemble et qui est passé par là, parce que on va avoir des scientifiques, mais ça va encore plus nous parler quand ce sont des scientifiques caribéens, parce qu'on va se dire c'est possible en fait. Donc, c'était vraiment partie de ça, le paradoxe. Et ben, au niveau de la conception, ce que j'ai fait, c'est que, comme je te disais, j'ai rencontré au fur et à mesure des scientifiques avec qui j'avais l'habitude de discuter. Mmh. Et je leur ai soumis l'idée, et ils ont tous été super emballés. Donc en fait, au fur et à mesure, je me suis construit comme ça un petit réseau, une petite communauté de scientifiques caribéens qui acceptent de passer dans le podcast, de parler de leur parcours. J'ai aussi beaucoup communiqué sur LinkedIn, puisque comme j'avais mon LinkedIn déjà, où je mettais un peu en avant tout ce que j'avais fait sur la chlordécone, mon parcours, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer à communiquer aussi dessus. Et c'est un peu comme ça que c'est venu au fur et à mesure que j'ai pu du coup mettre en exécution, beh, le podcast en Le fait, que pod j'ai pu ouais. réaliser le podcast. Mmh mh. Et depuis que du coup, tu as commencé à diffuser ce podcast, récemment? Enfin, il y a Oui, combien de temps? ben, en fait, j'ai le premier épisode du podcast est sorti en mai 2023 et j'ai commencé à en parler en mai directement, sur LinkedIn et un peu sur Instagram aussi. D'accord. Et donc depuis que tu as décidé de mener cette action vraiment, je trouve moi indispensable, hein, vraiment, on avait vraiment besoin de ça aussi ici. Qu'est-ce que tu trouves que cela t'apporte? Et aussi quel retour, as-tu, déjà eu du coup, à la suite des combien tu es à combien de podcasts maintenant là? Alors là, il y en a au total 19 si je me Ah trompe quand pas. même! Il Donc y aura ouais, le quand même. 19e là qui va sortir Bravo. dimanche. Merci. Bravo pour ça, bravo. Donc du coup, tu as quand même un bel échantillon, Ouais, que tu as commencé. ouais, Donc ouais, voilà, ouais. qu'est-ce que ça t'apporte et puis quel retour tu as eu par rapport à ces 19 podcasts? Ben, déjà, beaucoup de fierté, en fait. Ça paraît simple, mais je suis très fière d'avoir quand même réussi à mener, enfin, à mener ce projet à bout, déjà à le réaliser et à Ouais, continuer à le maintenir en vie parce que des fois, on fait des projets, on commence un truc et puis on s'arrête après. ouais, ouais. Du coup, déjà, beaucoup de fierté et puis c'est surtout un réseau incroyable. Enfin, franchement, là, en un an, je sais pas, enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai discuté avec beaucoup de personnes et je suis même devenue amie avec des Ouais. personnes qui sont passées dans le podcast. Donc, c'est vraiment pour te dire que ça a eu une action aussi qui m'a un peu dépassée parce que moi, je me suis dit, je vais interviewer les gens et puis voilà, après, chacun va retourner faire sa vie, tu vois. Mais non, au final, on continue à échanger par message, à se dire un peu où on en est au niveau professionnel, à se dire un peu ce dont on a À envie. Ouais, collaborer tout aussi. simplement. C'est ça, Ouais, mais oui, à collaborer aussi, effectivement, collaborer, c'est j'ai même pas dit ça, mais ça, c'est même au niveau professionnel, bien sûr. des personnes avec qui, ben, du coup, on peut voir pour déposer des projets scientifiques ensemble. Ça, Mmh c'est vraiment le plus de moi, ce que ça m'a apporté, mh. personnellement, en fait, tu Mmh vois? mh. Mmh. C'était vraiment ça. Et quel retour, du coup, Oui, c'est tu vrai, je as t'ai eu, pas dit. Alors, j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Franchement, j'ai limite le projet m'a un peu dépassée parce que je me suis dit: «Mais je m'attendais pas à ce que les personnes soient aussi enthousiastes» et du coup, j'ai eu beaucoup de messages sur LinkedIn ou Instagram ou messages, directement, enfin, messages WhatsApp ou autres, Ouais. où on Mmh me mh. disait: «Mais c'est trop bien ce que tu as fait». Les personnes commentent les épisodes, ils me félicitent. Enfin, vraiment, il y a un engouement autour de Caribéennes et scientifiques et Ouais. je suis vraiment contente de ça parce que des fois, on fait quelque chose et on s'est dit: «Bon, ça va peut-être rien donner» et au final, on s'est dit: «Bon, on le fait quand même» et donc moi, je suis très contente d'être passée à l'action, en tout cas. Ouais, 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 c'est super. Franchement, c'est une belle fierté, pour nous aussi, hein, de t'avoir, Merci beaucoup. et d'avoir ce podcast, qui nous permet aussi de nous faire connaître, Mmh. communiquer notre science, C'est de ça. communiquer aussi, les disons les avantages, les Oui. inconvénients Mmh parfois, mh. les Tout à certains fait. éléments de notre parcours donc avant toi, ça n'existait pas, hein, sur le territoire. C'est vraiment génial et justement, maintenant, voilà, tu en es à 19. Quelle est ton ambition avec ce podcast, du coup? Puisque moi, je pense que ça prend des ailes là, là, c'est bon, hein? Donc, quelle est ton ambition avec, cette magnifique initiative? Ben, en fait, c'est une très bonne question. C'est une question que je me pose souvent. Et en fait, je me dis que mon objectif, ça a toujours été de créer une communauté de scientifiques caribéens. Ça a toujours été ça dès le début. Pourquoi je l'ai fait? Pour créer une communauté, en fait. Qu'on puisse se Mmh. rencontrer en physique, qu'on puisse faire des événements scientifiques, que ce podcast aussi puisse
s'ouvrir encore plus, que je puisse faire des interviews en anglais, que je puisse interviewer, un Ouais, peu à génial. l'international, les personnes qui sont au Canada, un peu Ouais. partout. Enfin, tu Mmh. vois, c'est vraiment là, c'est plus l'idée un peu d'une expansion que j'aurai Mmh. pour ce podcast et bah, de pouvoir vraiment commencer à mettre les gens en réseau, en fait. C'est vraiment ça Ouais, l'objectif. ouais, Le prochain step, c'est ça, c'est faire des événements scientifiques. J'aimerais beaucoup créer un premier événement scientifique, je pense que j'essaierai de le faire cette année, même si c'est ouais, beaucoup de boulot, mais ça ouais, me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ça, de se rencontrer, de se voir, de se parler, ouais. parce que c'est comme ça qu'émergent des idées, en fait. Et Totalement, c'est totalement. super à distance, c'est trop bien parce que je peux, justement avoir accès à des personnes qui sont pas sur place, mais je sais qu'en Guadeloupe, en Martinique, il y a un noyau de scientifiques caribéens qui n'attendent que ça, en fait. Donc C'est ça, c'est un c'est peu ça. ça l'ambition. Donc le réseau que tu as développé, parce que je me souviens de ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein. Tu nous Mmh. as dit: «Moi, je suis arrivée, je ne connaissais personne, C'est en vrai. sciences, je n'avais aucun réseau» et là, maintenant, à l'issue de 19 podcasts, du coup, tu as un réseau Oui. incroyable Mmh. de scientifiques, et maintenant l'ambition donc c'est donc de faire vivre finalement ce réseau et d'essayer de faire tout le monde se rencontrer. Je trouve Tout à ça, fait. vraiment, vraiment super. Tu peux compter sur moi en tout cas pour Ah top! J'ai hâte. je pense que il y a pas de souci, tu peux compter sur moi pour ça. Donc écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, bah, écoute, pour, le futur, hein, de Mmh. ce podcast et du coup, je sais aussi que tu as créé une espèce de programme, Oui. d'accompagnement des doctorants et doctorantes. Mmh. J'encadre moi-même, une doctorante, hein, je suis directrice de thèse actuellement d'une étudiante qui suit, ce Oui. programme et qui m'en Mmh. parle toujours, avec Ah. beaucoup ah oui, vraiment, avec beaucoup de comment dire? De joie et Mmh. il y a un sentiment d'appartenance à la Ouais. communauté des doctorants aussi qui se développe, donc on sent vraiment que ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Donc écoute, maintenant, moi, je voudrais bien savoir ce qui s'y passe là, moi, à travers dans ce programme. Donc, peux-tu nous en dire, davantage sur ce programme d'accompagnement des doctorants et doctorantes? Alors oui, effectivement, le programme d'accompagnement des doctorants déjà, comment c'est venu? Parce que c'est pas une idée qui m'est venue comme ça, toute seule, hein. C'est vrai que, au labo, ben je discutais quand même beaucoup avec les doctorants puisque pour être passés par là, ils viennent, nous demander un petit peu des conseils et je discutais en particulier avec une doctorante qui, me demande un petit peu des conseils pour s'organiser en thèse, pour prendre un peu du recul et je me suis dit: «Mais, c'est bizarre, enfin, je sais pas, il y a un truc, j'aime bien faire ça, enfin, tu vois? Et puis en Ouais. parallèle, elle me dit: «Mais Maïli, tu devrais faire ça, franchement, tu motives bien les gens et tout» et je me suis dit: «Bon, il y a vraiment un truc». Et du coup, c'est comme ça que c'est né, en fait. Et du coup, après, beh, comme tu dis, il fallait réfléchir un peu à tout ce qui est mise en exécution, comment Ouais. je faisais un peu ça. Donc, j'ai décidé de faire un programme d'accompagnement à distance parce que je me suis dit qu'il y aurait des doctorants enfin, il y aurait des doctorants qui ne seraient pas forcément basé aux Antilles, parce qu'effectivement, un programme d'accompagnement pour les doctorants scientifiques de manière générale. Donc, je vais forcément toucher plus les Caribéens parce que je suis caribéenne. Mmh. Mais actuellement, je travaille avec un doctorant qui est au Burkina Faso. Donc, c'est pour te dire que ça peut aller quand même loin. Enfin, ça peut être assez large, en tout cas, au niveau des personnes que je peux toucher. Et du coup, c'est un programme d'accompagnement en ligne, en petits groupes. Donc, ils sont au maximum 6. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de comprendre un peu leurs difficultés et moi, je me substitue pas du tout à l'encadrement, du directeur de thèse ou de l'encadrant de thèse. C'est pas du tout ça Bien sûr. l'objectif puisque Mmh moi-même, mh. je sais ce que c'est d'être passé par une thèse. L'idée, c'est Mmh. vraiment de leur donner des outils, des conseils pour gérer la thèse, pour trouver une méthodologie, une organisation de travail pour qu'ils puissent être le plus serein possible, pour qu'ils puissent se dire: «Ben, voilà, par rapport à ma personnalité, comment moi je peux travailler, à quel moment je suis productif, comment je dois discuter avec mes encadrants de thèse. En fait, c'est vraiment des tips comme ça, Mmh. que je vais partager et je vais vraiment les aider, en fait, à trouver leur méthode et en plus, ce que je voulais avec le programme d'accompagnement en petits groupes, c'était comme tu dis, qu'ils aient un sentiment d'appartenance, qu'ils se sentent pas seuls parce qu'en thèse, on se sent super vite seul parce que c'est notre projet et on se Mmh. dit: ben personne d'autre peut me comprendre». Mais en fait, c'est faux parce que toutes les personnes qui passent par une thèse peuvent comprendre par quoi on est passé parce qu'ils savent que tout le monde sait que c'était difficile,
Ouais, que du coup, il fallait faire preuve de persévérance, que des fois, on va faire des choses qui vont pas fonctionner, qu'on va douter de soi, qu'on aura besoin d'être motivé. Donc, en fait, c'est un peu tout ça que j'essaie de donner avec ce programme d'accompagnement, de vraiment les aider à booster leur test, dynamiser leur test. C'est vraiment ça l'objectif, qu'ils restent motivés, qu'ils aient confiance en eux et que du coup, ben, ils puissent exceller en fait pendant ces 3 ans et que ça soit un peu moins difficile. Tu vois, parce ouais, que la thèse, c'est difficile. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu moins difficile pour eux, plus ouais. facile. Ouais, c'est vrai que, c'est ça aussi, c'est une initiative, extraordinaire puisque c'est vrai que, en fait, quand on est en thèse, on connaît, hein, on est passé par Mais là. oui, mais oui, C'est sûr que, alors ça dépend, de l'encadrement, tout à fait, j'ai tout à envie de fait. dire ça dépend finalement ça dépend des qualités innées Oui, du directeur ou de la directrice de thèse, voilà. Mais c'est sûr que tous les doctorants et doctorantes ne sont pas sur le même pied, d'égalité, en termes d'encadrement et aussi de développement de finalement de soft skills c'est finalement. ça, exactement. C'est ça, c'est Le tout à fait ça. développement Et c'est mais ça, oui, mais en plus, comme tu dis, par rapport aux encadrants, je suis 100 d'accord avec toi, tu vas avoir des encadrants qui vont pouvoir avoir le temps de les aider, de leur donner des conseils, mais même, c'est-à-dire que des fois, on te donne un conseil, mais des fois, tu n'arrives pas à l'approprier pour toi-même, en fait. Donc, ouais, c'est aussi la personne qui est en face, quelle est sa capacité à recevoir ce que l'autre lui dit. Donc, pour moi, c'est vraiment une relation qui n'est pas facile. Et puis, des fois, les docteurs ont un petit peu du mal à dire à leurs encadrants, ça va pas, je me sens pas bien. Enfin, du coup, le fait d'avoir quelqu'un un peu d'extérieur, en fait, je me suis rendu compte que ça les aide à prendre du recul et à se dire, ben voilà, au moins j'ai quelqu'un qui va un petit peu m'aider sans qu'elle sache toutes mes difficultés, sans qu'elle sache que j'ai pas de résultats, que si, que ça, en fait. Tu vois, ouais, des fois, ouais. c'est un peu la peur du jugement aussi que les Totalement, mais doctorants peuvent totalement, avoir. totalement. Mm. Donc là, vo tu leur offres finalement un espace aussi de parole, heu, où ils peuvent en fait, vraiment, de manière saine, indiquer leurs, difficultés, leurs réussites aussi, mais également leurs difficultés et aussi, ce que je remarque, c'est que ça leur permet de créer à eux-mêmes un Un réseau réseau, finalement. Donc en fait, tu exactement. es non mais regarde, Il y a un truc de réseau, chose hein? ouais, c'est incroyable. Donc, tu es arrivé, tu as créé ton réseau avec le podcast. Puis Mhm. maintenant, avec le programme d'accompagnement des doctorants, tu permets aux doctorants et aux doctorantes de créer eux-mêmes leur réseau, ce qui n'est pas si facile quand on est en thèse, et on le sait bien. Voilà, donc ça c'est bravo encore hein, Merci. pour cette initiative. Donc, c'est vraiment génial. Et donc maintenant, on arrive à la fin du podcast, Maïli. J'aurais aimé rester avec toi beaucoup plus longtemps. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ton parcours, sur le mindset que tu adoptes à chaque fois que tu inities comment dire, tu inities une action aussi positive que tout ce que tu nous as décrit là précédemment. Donc, c'est vraiment génial. Maintenant, je vais te demander des petites choses qui sortent un petit peu de tout ton parcours, du programme d'accompagnement, etc. Là, on va aller un petit peu plus loin. J'aimerais savoir ce que tu aimerais dire à un jeune Caraïbéen, une jeune Caraïbéenne qui voudrait, par exemple, emprunter un chemin, similaire au tien. Quel conseil, tu aurais, à donner, OK. à ces Alors, déjà, je dirais qu'il faut pas abandonner, qu'il faut pas lâcher parce qu'en fait, on va avoir, à chaque étape des difficultés et il faudra être en capacité de rebondir. Je sais que tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des personnes qui ont du mal à, entre guillemets, «être résilient», hein. C'est vraiment ça, c'est de la résilience. Mais il faut vraiment le faire parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui était un peu difficile, je me suis rendu compte qu'en ayant justement cette capacité de résilience, ben j'avais quelque chose qui était encore mieux que ce que je pensais. Alors qu'au début, je me suis dit: «Bah, c'est chiant, c'est difficile, est-ce que je fais ça?» Limite, on peut même déprimer des fois quand, ça va vraiment pas et du coup, réussir à se dire: «Ben non, derrière, c'est quoi le cadeau en fait? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que cette étape difficile va m'apporter comme opportunité?» Donc c'est vraiment le conseil que je donnerais à un jeune parce qu'on sait que maintenant ça devient de plus en plus difficile, de pas lâcher, de vraiment savoir ce que la personne a envie de faire parce que je sais pas si enfin, si je dis «vous», mais les personnes qui vont m'écouter ou si tu as vu, mais depuis le début, je savais que je voulais allier chimie et santé. C'est-à-dire que depuis, oui,
depuis la fin de la prépa, quand j'ai découvert la chimie analytique, dans ma tête, ça a toujours été chimie santé, chimie santé, chimie santé. Enfin, voilà. Du coup, c'était un peu un credo, c'était un peu un truc limite peut-être obsessionnel parce que c'était ce qui me plaisait. Et je pense que quand on se donne des objectifs comme ça, ben, ça fonctionne en fait, parce que dès le début, on a cette volonté, on anticipe, on réfléchit à ce qu'on peut faire pour justement mettre en commun. Enfin, moi, je réfléchissais à comment je pouvais mettre en commun chimie et santé. J'ai Mhm. choisi des stages chimie et santé, donc j'ai vraiment construit mon parcours autour de la Autour de vision ça. que j'avais, quoi, tu vois. Mhm, mhm. Et je note aussi que, pour en revenir à ce que tu disais quand tu parlais de ton parcours et au fait que ça n'ait pas marché au niveau de Mhm. des concours après la prépa, je dirais que ça montre bien. Et maintenant, vu ton parcours et vu finalement, c'est comme si tu avais trouvé en fait ta Oui, voie et que exactement. ta voie même t'a trouvé Oui, finalement. mais c'est Et vraiment donc, ça. C'est vraiment ça. ça Et tu montre. as vraiment raison de le souligner parce que c'est un truc que je voulais dire dans le podcast et j'ai oublié. Je Ouais. pense que ce qui fait que ça ne s'est pas bien passé aussi, c'est que quand j'étais en prépa, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est ça le Mhm, problème. Enfin, moi, après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, c'est normal que tu n'aies pas réussi puisque tu ne savais même pas ce que tu voulais faire. Et c'est pour ça que les objectifs, même court terme, sont vraiment importants. En tout cas, pour moi, c'était important parce que du moment où je sais ce que je veux faire, j'y vais en fait. J'y vais et j'essaie de tout faire pour que ça fonctionne. Mais là, j'étais un peu, est-ce que je veux faire ingénieur agronome? Est-ce que je veux faire vétérinaire? Est-ce que je veux faire médecine? Est-ce que je veux faire ci? Et j'avais pas d'objectif. Donc mhm. c'était trop dur. Et cela montre bien que finalement, parfois, et même bien souvent, hein, parce que si on retourne au podcast que j'ai fait avec toi, c'est un peu Mhm. ça aussi qui m'est arrivé, moi, quand j'ai fait ma première année de médecine. Finalement, je pense que c'est important de noter que le rejet, parfois, c'est juste, très souvent, c'est de la redirection, en fait. C'est Exactement, juste rediriger exactement. vers là où tu dois être C'est vraiment, ça. quoi. Quand c'est pas fluide, il faut pas y aller. Franchement, C'est c'est ça, si un tout à truc, fait et je d'accord. continue encore d'apprendre ça. S'il y a quelque chose qui est difficile, si ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas, c'est que c'est pas ça en fait. Il y a autre chose. Et donc C'est ça. il faut pas s'obstiner. Il faut se dire il y a autre chose en fait. C'est ça, Mm. c'est vraiment important. Et du coup, alors, tu as développé un réseau, caribéen, mais aussi, je pense, à l'international, hein, international. Et donc, quelle vision maintenant tu as des sciences, dans la Caraïbe, avec maintenant, armé de ce réseau et en connaissance de tout ce qui est possible de faire? Quelle vision tu as des sciences, dans ce bassin caribéen? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Voilà, quelles sont nos possibilités? Quelle perspective s'offre à nous? Ok. Ben, déjà, avant de parler des possibilités, tu m'as demandé la vision. Ouais, Donc, moi, de ce que je vois une recherche dynamique qui essaye justement de tout faire pour ben, montrer qu'on est là, en fait. Parce que moi, c'est ce que je vois un peu avec la nouvelle génération, enfin, avec ta génération, enfin, avec nos discussions, avec les discussions que j'ai aussi avec d'autres scientifiques. On essaie vraiment de montrer que on peut faire de belles choses dans la Caraïbe. Le dernier podcast que j'ai fait aussi avec Thomas Plocost, ouais. c'était vraiment ça. On peut vraiment exceller dans la Caraïbe. Donc moi, c'est cette vision d'excellence que j'ai, mais j'ai aussi une vision de c'est difficile en fait. Les financements sont difficiles. Euh, Payer un docteur à sa juste valeur est difficile. Euh, Attirer des jeunes justement scientifiques, c'est difficile. Trouver un emploi, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Donc ma vision est un peu mitigée, c'est-à-dire que je sais qu'on a énormément de possibilités, je sais qu'il y a Ouais. énormément de choses qu'on doit encore découvrir. Je suis certaine que dans tout ce qui est biomasse, il y a encore beaucoup de choses à faire, même au niveau de la santé de la population, il faut vraiment qu'il y ait plus de choses, il faut vraiment qu'on crée de nouvelles choses. Donc je sais que ça va venir et que voilà, on va y arriver, mais ça va demander du temps parce qu'on n'a pas forcément les moyens Mmh, financiers, humains pour y ouais. arriver. C'est vraiment ça que je, que je vois en tout cas de ma petite expérience parce que ça fait 4 ans et que je Mmh. suppose que, enfin moi je ne veux pas choquer en disant ça parce qu'il y a des personnes qui travaillent depuis une dizaine d'années à produire de la recherche dans la Caraïbe et je ne veux pas choquer en disant ça, mais en tout cas moi c'est la vision que j'ai qui est peut-être Ouais. biaisée par rapport à, je sais pas, peut-être par rapport à mon environnement ou par rapport à où j'évolue, mais c'est ce que je vois et en discutant avec un peu tout le monde, c'est un peu ce que tout le monde voit en fait, que on peut Mmh. y arriver, mais c'est dur. C'est On ça. a des possibilités, mais on n'a pas les moyens.
Donc en fait, c'est un peu difficile, je trouve, de se dire: «Voilà, on va y arriver, c'est sûr, je sais qu'on va y arriver, mais je pense que ça va prendre du temps». C'est vraiment Ouais, ça ouais. le la vision que j'ai et en termes d'opportunités, je pense qu'il faut qu'on soit enfin, je pense que ça va passer par l'humain et c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, parce que pour moi, ça va passer par l'humain, par les scientifiques, en fait, qui, eux, vont être force de proposition, vont créer peut-être des entreprises, vont dynamiser les entreprises existantes. Pour moi, ça va passer par l'humain. Ça peut pas passer par autre chose que l'humain. C'est obligatoirement passer par l'humain, par le réseau, par plus de collaboration entre les pays, entre les îles, que Mmh. ça soit pas juste Guadeloupe d'un côté, Martinique d'un côté, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, qu'on puisse Mmh. aussi peut-être, faire des partenariats avec, les îles anglophones, qu'on reste Ouais, pas uniquement francophone, qu'on totalement. s'appuie peut-être sur, par exemple, j'interviewe des chercheurs qui sont aux États-Unis, peut-être qu'il y a des ponts qu'on peut faire au Canada, enfin, je pense qu'il y a des possibilités et puis Ouais, aussi, ne pas oublier qu'effectivement, on a fait nos études, en hexagone et qu'il y a aussi la possibilité de faire des ponts avec l'hexagone. Donc, totalement. peut-être que les chercheurs qui sont là-bas, qui sont pas forcément sur le territoire, ils peuvent aussi commencer à s'intéresser à des problématiques du territoire, même si c'est à distance, parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde de rentrer, hein. C'est Mmh. super que tout le monde, puisse rentrer, ça serait vraiment génial, mais je pense pas que tout le monde veut rentrer, en fait. Veuille Mmh rentrer, mh. pardon. C'est Donc, ça. c'est un petit peu ça ma vision et les opportunités que je verrai. Ouais, je partage totalement ça avec toi et l'idée de développer finalement des collaborations, hein, Mmh. effectivement, tout ça, ça passe par le réseau et puis, le développement de collaborations, effectivement, même avec des personnes qui ne souhaitent pas rentrer puisqu'elles ont totalement C'est le ça. droit de ne pas souhaiter, rentrer, Bien s'il y a sûr. pas d'opportunité, il faut bien travailler quand même, hein, Bah, oui, parce donc que c'est vraiment dur, mais même pour trouver un stage, c'est difficile pour les ouais, c'est pas étudiants, en évident. fait. Ouais, Donc c'est imagine dur. pour des scientifiques qui ont fait leur carrière là-bas, qui ont 10 ans d'expérience et qui ont vraiment envie de rentrer pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, se rapprocher, de son territoire, je trouve que c'est quand même c'est dur, c'est difficile, Ouais, en fait et ouais, ouais. ça, c'est vrai que c'est pour ça que ça a été aussi pour ça que j'ai créé le podcast parce que je me suis dit qu'au moins, ça leur donnerait des petites idées, des petits outils pour Ouais. mieux construire leur retour pour ceux qui veulent rentrer parce que ça m'embêtait, en fait. Enfin, limite, ça me faisait un peu mal au cœur, quoi, tu vois? Mmh mh, mmh. Et même pour ceux qui bon, s'ils ne souhaitent pas rentrer, tu sais, ne serait-ce que le podcast, ça donne la visibilité Oui, tout de à fait. de ce qu'il y a sur le territoire, sur les Oui, territoires, hein. Je parle bien sûr, tout à fait. Guadeloupe, Martinique et peut-être d'autres, Mmh. de développer finalement leur propre réseau et peut-être là d'entamer, des collaborations, puisqu'une collaboration, ça permet quand même de venir sur le Oui, territoire, tout à fait. de De venir mieux travailler, comprendre aussi ce de qui s'y mieux passe. comprendre Ouais, et du coup, d'identifier les besoins comme ce que tu as fait toi, au début. Tu as identifié ce qui n'était pas présent sur l'île et tu as apporté ce qui n'était pas présent. Donc, effectivement, ça peut passer, par ce genre d'initiative et encore une fois, c'est là où tes actions ont tout leur intérêt aussi. Ça permet de connecter des personnes qui, à la base, bah, ne se connecteraient mais c'est pas. ça, hein, c'est vrai, c'est vraiment ça. Donc c'est super. Et donc du coup, ton mot de la fin. Ton mot de la fin Alors pour ce podcast qui t'était entièrement dédié et qui était extrêmement nécessaire. merci. Mon mot de la fin, c'est déjà, merci à toi, Christine, de m'avoir, interviewée parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé, faire ça, donc de m'avoir poussée à le faire puisque limite, c'est du harcèlement, hein, ce que tu m'as dit, hein, ce que tu m'as fait, hein, tu vois? Donc non, mais C'est vrai je que j'ai rigole. pas mal été Je rigole, mais du bon harcèlement, tu vois? Parce qu'il y a des gens qui t'harcèlent négativement, mais toi, c'était bien. je savais que c'était quelque chose à faire, donc Tu as bien suivi ton intuition, c'est bien. Non, non, ouais, mais ouais, merci ouais. beaucoup parce que c'est vrai que, je me rendais peut-être pas compte, mais dans mon parcours, comme tu dis, il y a des éléments qui sont intéressants, importants et qui peuvent aider d'autres. Donc, je suis super contente d'avoir déjà fait ce podcast, d'avoir pu partager un peu, mes ambitions, mes motivations, ce qui me drive. Et je souhaiterais juste faire un message à la communauté, scientifique caribéenne pour leur dire de pas lâcher, de continuer,
à montrer qu'ils sont là, qu'ils ont des compétences, qu'ils sont experts dans leur domaine et de ne pas hésiter à me contacter pour passer sur le podcast parce que vraiment, moi, c'est un podcast pour la communauté scientifique et pour les personnes qui sont intéressées par les sciences parce que c'est pas forcément uniquement pour les Caribéens. Les personnes qui ne sont pas caribéennes écoutent le podcast et j'en suis ravie. Mhm, mhm. Mais l'idée, c'est contactez-moi si vous voulez passer dans le podcast. Il n'y a aucun souci. C'est un podcast que j'ai créé pour la communauté. Donc, toutes vos idées sont bonnes à prendre. Si vous avez des profils intéressants que vous souhaiteriez voir dans le podcast, envoyez-moi les noms des personnes. Enfin, franchement, voilà, c'est vraiment ça mon mot de la fin. Moi, je souhaite dynamiser les sciences dans la Caraïbe. Si ça vient pas aussi de la communauté scientifique caribéenne, ça va pas marcher. Toute seule, j'y arriverai pas. Donc, j'ai besoin des autres. Et voilà, ça serait surtout ça mon mot de la fin. Génial, très, très, très joli mot de fin, Merci nécessaire beaucoup. également et écoute, moi, j'ai été très contente, de faire ça, de t'interviewer, de découvrir, davantage ton parcours. Je suis convaincue et je confirme que c'était extrêmement nécessaire de faire ça. Donc, Merci. je te remercie de m'avoir donné cette opportunité d'être de l'autre côté, puisque c'est quelque chose de nouveau aussi Mais pour moi, oui, quelque mais chose de très vraiment. intéressant. J'espère avoir bien fait ça Oui, et je te j'espère que confirme. ça merci et j'espère que ça plaira et je suis sûre que ça plaira à ceux et celles du coup Mhm. qui écouteront, ce podcast bientôt. Donc voilà, merci à toi et puis, moi je retourne à ma science et puis, au plaisir, de collaborer puisque je sais que nous Oui, collaborons tout déjà. à fait. Voilà. Merci beaucoup, Christine. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.